Bonsoir, merci pour vos propos, cher Guy, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, très sensible au nombre. Présent dans une synagogue, c'est monsieur le rabbin qui va vous demander de revenir aussi nombreux samedi prochain, par exemple. Quand Guy et la direction de la communauté m'ont proposé de venir, j'ai évidemment dit oui. Plusieurs dates m'ont été proposées. Et j'ai aussitôt répondu, en regardant mon agenda, le 12 avril. J'ai choisi cette date par commodité. Et peu après, je me suis rendu compte que le 12 avril était le jour de la commémoration de la Shoah. Il n'y a sans doute pas de hasard. Nous nous retrouvons ce soir, le jour de la commémoration de la Shoah, et le choix du lieu n'est sans doute pas neutre, une synagogue, ce lieu qui se prêterait volontiers à un recueillement et à une évocation de ce passé très douloureux. Nous aurions pu d'ailleurs échanger ce soir uniquement sur ce thème. Nous l'aurions fait avec douleur, nous l'aurions fait avec tristesse, mais qu'aurions-nous fait aussitôt après? Nous nous serions sans aucun doute, en se souvenant de ce plus jamais après la Shoah, nous nous serions sans doute félicités de 70 ans après l'indicible, d'une quiétude retrouvée pour les Juifs de France, pour les Juifs d'Europe, pour les Juifs d'Israël, d'une sérénité retrouvée, d'une liberté retrouvée, liberté de prier, pour ceux qui sont croyants et pratiquants, liberté de circuler, liberté de s'intégrer, liberté de rester juif évidemment, mais aussi, pour les plus laïcs peut-être des Juifs, liberté même d'oublier cette identité juive. Mais voilà, la réalité en a décidé autrement, et Jean-Paul Sartre, qui a eu tort sur tous les points face à Camus, aura eu raison sur un seul point, la question de l'antisémitisme. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Et j'ajouterai volontiers aujourd'hui ce que Sartre n'aurait sans doute pas dit à l'époque, si Israël n'existait pas, l'antisioniste l'inventerait. Comment et pourquoi est-on arrivé à une telle situation où le bonheur de l'Israélien, années 50, a fait place aujourd'hui à une solitude extrême et à une terrible incompréhension? Je l'ai constaté moi-même en vivant en Israël pendant 2 ans. Où le bonheur d'être juif, juif républicain, années 60, années 70, c'était mon adolescence et j'en sais quelque chose, a fait place aujourd'hui à une inquiétude de tous les jours et à une terrible angoisse. Comment, pour reprendre le thème choisi pour cet échange ce soir, comment est-on passé ainsi de la haine d'Israël à la haine du juif, de l'antisionisme à l'antisémitisme? La réponse est autant politique que médiatique. De Gaulle, 1967, moi j'avais 17 ans, guerre des 6 jours, un De Gaulle furieux, je le cite, contre ce peuple juif sûr de lui et dominateur. Un terrible choc pour la communauté juive de France et l'amorce d'un tournant des relations entre Israël et la France, désormais tournées vers le monde arabe pour des raisons politiques, De Gaulle, mais aussi pour des raisons économiques. Kissinger appelait ça la réelle politique, il y a aussi la réelle économie. Ce tournant amorcé en 1967 et confirmé en 1974 lors du premier choc pétrolier, les États, pas seulement la France d'ailleurs, les États européens dépendant désormais des États arabes. Et les médias ont suivi. Israël, qui avait bénéficié d'un capital sympathie énorme lors de sa création, est apparu désormais comme, et a été perçu et présenté comme un État bourreau, comme un État agressif, comme un État impérialiste. Il était d'ailleurs de bon ton, années 70, moi j'étais étudiant, de vilipender Israël et pour certains, d'approuver, par exemple, l'assassinat des 11 athlètes israéliens à Munich, Edwy Plenel, qui a ensuite d'ailleurs assumé ce propos. Du coup, cet antisionisme, années 70, années 80, répandu dans les cercles politiques, dans les cercles culturels, dans les cercles évidemment médiatiques, a libéré une autre parole
retenu jusqu'à présent, qu'on n'aurait jamais imaginé dans les années 50 après la Shoah. Années 80, réapparition, pour les plus jeunes apparition, mais pour les aînés, réapparition de Le Pen, qui s'est cru autorisé à dire dans une émission célèbre qui s'appelait L'heure de vérité, « J'ai le droit de ne pas aimer Chagall, Mendès France et Simone Veil », et qui ensuite, je ne vais pas reprendre toutes ces provocations, surtout dans une synagogue, s'est permis de dire « la Shoah, un détail ». Deuxième choc pour la communauté juive française. Je dis deuxième, je ne dis pas second, parce que d'autres chocs, encore plus douloureux, vont surgir. Le Pen, après ses déclarations multiples, moi j'étais chef du service politique à France 2, Antenne 2 disait-on à l'époque, a-t-il été mis en quarantaine par les médias? Non. C'est le contraire qui s'est passé. Le Pen, héroïsé par les médias, invité par les médias, et notamment des journalistes célèbres, que je ne citerai pas ce soir, et ceux qui voulaient se faire lanceurs d'alerte, j'en étais, qui essayaient de mettre en perspective les choses, j'en étais, qui disaient, avec d'autres journalistes non juifs, Le Pen, danger, eh bien cela était tout simplement viré. Voilà comment l'on est passé de la haine d'Israël à progressivement la haine des Juifs. Le Pen symbolisait d'ailleurs parfaitement ce passage, lui qui détestait tant la démocratie israélienne et qui lui préférait, par exemple, la dictature de Saddam Hussein. La jonction invisible à l'époque, sauf pour quelques initiés, s'est ainsi faite entre l'extrême droite et l'extrême gauche, avec une répartition des tâches. L'antisémitisme pour l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, l'antisionisme pour l'extrême gauche. Le Pen d'un côté, Edwy Plenel de l'autre. Dieudonné un peu plus tard d'un côté, Ramadan de l'autre, avec parfois une volonté de synthèse. Alain Soral symbolise parfaitement cette synthèse, Alain Soral revêtu depuis tant et tant d'années d'un habit tout simplement rouge-brun. Comment ces hommes et l'idéologie nauséabonde qu'ils ont et qu'ils véhiculent aujourd'hui sont-ils passés de minoritaires, c'était le statut et la posture qu'ils avaient, à celui, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui, d'influenceurs. Le Pen, au point d'être présent au second tour de l'élection présidentielle depuis 2002, le père d'abord, la fille ensuite. Edwy Plenel, au point de devenir l'interlocuteur officiel du président de la République dimanche prochain. Dieudonné, star, de zénith en zénith, devant des publics énormes, devant des salles combles, des milliers de personnes, Ramadan, héros des masses musulmanes. Comment sont-ils passés de ce statut de minoritaire à celui d'influenceur en empruntant, consciemment ou inconsciemment, mais je retiendrai volontiers le premier terme, aux techniques de la propagande, sous couvert évidemment d'information ou de communication. La propagande, si l'on retient la définition de l'écrivain Huxley, à quoi sert-elle? Je le cite. À nous faire accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Manipulation perverse qui s'appuie sur des techniques précises. Là, je ne suis pas en train de théoriser ou d'inventer, ce sont des techniques de propagande qui ont été mises au point, utilisées par d'autres avant, et qui seront malheureusement aussi utilisées désormais. 1. Répétition de slogans. 2. Mise en valeur de certains détails, omission d'autres détails. 3. Création d'une illusion d'unanimité. Le premier exemple ne vous surprendra pas, Israël, on reste dans le thème, Israël. Premier slogan, Israël occupant. Répétition du slogan, martelé à longueur de journée, à longueur de tribune, à longueur de médias. Mais fondé, l'honnêteté m'oblige à dire que ce slogan est fondé sur une réalité. Israël, son armée, occupe la Cisjordanie aujourd'hui. Donc c'est fondé sur une réalité. Mais, et on arrive à l'omission, silence total sur les raisons de cette occupation, les guerres à répétition déclenchées par les pays arabes, gagnées par Israël, qui a du coup pris ses précautions et pour des raisons évidentes de sécurité, a créé ce qu'ils appellent là-bas eux-mêmes une zone tampon entre l'Israël intérieur et la Jordanie ou l'autorité palestinienne. C'est la raison pour laquelle il y a des checkpoints et l'armée occupe une partie de la Cisjordanie. Création d'une illusion d'unanimité
Si Israël se retire, la paix sera enfin possible. Tous les médias le pensent, les politiques également. Moi-même, je le pensais. Pour être tout à fait honnête, quand j'étais en France, je n'étais pas du tout spécialiste des questions proche-orientales, plutôt des questions de politique intérieure. Et moi-même, sans être spécialiste, sans exercer cette fonction de spécialiste du Proche-Orient, je le pensais. Pourquoi l'armée israélienne est-elle à Gaza? Qu'a-t-elle à faire là-bas? Pourquoi ne se retire-t-elle pas? Si l'armée se retire, enfin il y aura la paix côté sud. L'armée s'est retirée de Gaza. Les roquettes ont-elles cessé de pleuvoir sur Israël? Non. Les tunnels ont-ils cessé d'être creusés? Évidemment non. Et le Hamas qui domine Gaza, au détriment d'ailleurs de l'autorité palestinienne, évidemment je répondrai à toutes les questions que vous poserez sur la réalité israélienne ou sur la réalité française, je le ferai après mon propos liminaire. Le danger n'a absolument pas disparu et pourtant l'armée israélienne s'est retirée de Gaza. Deuxième slogan, entendu de plus en plus souvent, encore plus redoutable que le premier, Israël apartheid. Répétition du slogan, scandé d'ailleurs surtout par l'international gauchiste de BDS à Mediapart. Mais pas un mot sur les droits. Alors, je ne l'aurais pas dit avec cette force-là il y a 3 ans. Je le dis pour avoir vécu là-bas. Et je vous parle en journaliste, en observateur simplement, ce qui m'autorisera d'ailleurs à être critique peut-être, en réponse à vos questions, à la politique de l'État d'Israël. Mais, chez ceux qui disent Israël apartheid, pas un mot sur les droits de la minorité arabe. Pas un mot sur la détention de l'ancien chef d'État, Katsav, emprisonné et condamné pour harcèlement. Détention décidée par qui, à l'époque? Par le président de la Cour suprême israélienne, un arabe israélien. Apartheid? Pas un mot sur la modernité de la société israélienne, sur les droits de la communauté gay. Vous avez rappelé que j'étais directeur chez I24 pendant 2 ans. Je dirigeais 3 rédactions. La rédaction française, la rédaction anglaise et la rédaction arabe. Et je vous assure que l'un de mes bonheurs, c'était moi je fume, vous savez, parce que je me suis éloigné tout à l'heure pour fumer. L'un de mes bonheurs quotidiens, c'était d'aller sur la Coursive, parce que nous étions à Jaffa, au port de la mer, au bord du port le plus ancien d'ailleurs du Proche-Orient, magnifique port. Et j'allais partager ce moment-là avec des jeunes journalistes arabes. Le fait d'être né en Algérie, de comprendre un petit peu l'arabe dialectal, leur faisait plaisir. Et donc du coup, on s'était rapprochés les uns l'un des autres. Et parmi ces journalistes-là, je ne trahis aucun secret puisqu'ils l'assumaient complètement. 2 journalistes gays, 2 garçons. Vous n'imaginez pas le bonheur qu'ils avaient d'abord de m'en parler. Ils pouvaient d'ailleurs être très critiques à l'égard de l'État d'Israël, comme l'auraient fait des Israéliens, qui sont souvent beaucoup plus critiques qu'on ne le pense, à l'égard de la politique parfois de leur gouvernement. Mais le bonheur qu'ils avaient de vivre cette homosexualité en Israël, à Tel Aviv, dans une liberté totale, sans être jugés par quiconque. Et ils savaient qu'à une demi-heure de route, et encore moins d'avion, eh bien, les homosexuels arabes pouvaient être, c'est très à la mode en ce moment, alors ou bien pendus, ou bien égorgés, ou bien jetés, c'est ça la mode, jetés du toit des immeubles. Et l'on parle d'un Israël apartheid. Répétition de slogans, omission de certains détails, je viens d'en parler, et création de cette illusion d'unanimité sur l'injustice faite aux Palestiniens, aux prisonniers notamment, injustice au point de réclamer la libération d'un Barghouti, terroriste, condamné pour plusieurs attentats terroristes, mais considéré comme un prisonnier politique par exemple, Clémentine Autain. 3e slogan, Jérusalem, capitale illégitime. Répétition du slogan sur toutes les scènes médiatiques, diplomatiques, politiques, de l'UNESCO aux chancelleries. Mémutisme sur le lien ancestral entre Jérusalem et le peuple juif. Sur l'état du mur des lamentations. Pardon de dire ce terme dans une synagogue, mais avant 67, le mur était une latrine. Pas un mot sur l'accès aux lieux saints, interdit aux juifs avant 67, autorisé aujourd'hui à tous les croyants, évidemment chrétiens, mais aussi musulmans. Et création d'une illusion d'unanimité contre les États-Unis quand Trump a annoncé sa décision. Quel bronca après sa déclaration,
l'apocalypse annoncée à tort. Moi, j'ai même des amis, même juifs, qui m'ont appelé en me disant mais Trump est fou, ce qui n'est pas faux en partie, mais bon, là on parle de Jérusalem. Trump est fou, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il va y avoir la guerre. A-t-on vu les peuples arabes se dresser contre cette décision? Rien. Les peuples arabes ne sont pas prêts à mourir pour Jérusalem. Donc on le voit bien, répétition de slogans, mise en valeur de certains faits, omission d'autres faits et création d'une illusion d'unanimité. Ces techniques de propagande fonctionnent d'une façon redoutable. Et à quelques exceptions près, je dois vous dire que la plupart des journalistes adhèrent à cette perception et la façonnent eux-mêmes en proposant un narratif pour le moins étrange de l'actualité au quotidien. Exemple, je les ai vécus, j'étais là-bas, mais je regardais évidemment les médias français. Sarona, attaque contre un centre commercial de Sarona, où des gens faisaient leurs courses, où certains buvaient un café ou un thé à la terrasse de brasserie. Récit d'une grande chaîne d'infos qui affirme être la première chaîne d'infos en France. Je cite, c'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, une incrustation, en bas de l'image. Attaque palestinienne contre le siège de Tsahal, qui se trouve à plusieurs centaines de mètres de ce centre commercial. Jérusalem, on est toujours dans le narratif. Attaque terroriste à la voiture bélier contre un abribus. Vous vous souvenez sans doute de ces images terribles, où je ne prendrai qu'une seule, un homme à la hache, à bord d'une voiture, attaquant un abribus et poursuivant un rabbin notamment, et des civils. Sur la même chaîne d'information, voilà ce qu'on peut lire, ou ce qu'on pouvait lire. Un Palestinien, virgule, chef de famille, virgule, abattu par les Israéliens. Le premier temps, zappé. Seul le second temps est retenu. Le premier temps, zappé, ce temps-là où le terroriste a eu le temps quand même de tuer quelques civils. Cette occultation du premier temps se double d'une sémantique précise. Le mot terroriste, en ce qui concerne Israël, n'est jamais prononcé. C'est le mot assaillant qui est prononcé. Or, le droit international est très clair et terroriste, celui qui s'attaque à des civils, mais là, le droit est tout simplement ignoré. Ce choix des termes, évidemment, n'est pas innocent. Le terme assaillant est tout simplement retenu pour signifier que ces assaillants ont quelque légitimité à agir. S'ils agissent ainsi, et c'est ce qu'ils pensent, sans doute ceux qui retiennent ces termes-là, c'est parce qu'ils réagissent à une occupation, à une violence qui leur est infligée. Et pour convaincre, pour créer un consensus, une illusion d'unanimité, appelle l'histoire à la rescousse. Et il y a deux exemples qui sont souvent évoqués. La guerre d'indépendance de l'Algérie, ça c'est pour ma génération, et l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid pour les plus jeunes. Alors, quand on cite comme ça ces deux exemples, ils paraissent à première vue tout à fait pertinents. Et on peut accepter une comparaison. Mais là aussi, technique de propagande, omission, négation même de l'histoire et révision. Je prends le cas de l'Algérie, il est absolument éloquent. Alors j'y suis né, là j'ai quelques légitimités à en parler. Très franchement, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 11 ans. Si j'avais eu 20 ans en Algérie, j'aurais milité pour l'indépendance. J'aurais pensé, comme tant d'autres, que l'Algérie avait droit à son indépendance. J'étais adolescent, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Moi-même, j'ai subi la guerre d'Algérie de 4 ans à l'âge de 11 ans. J'ai moi-même été blessé, j'ai failli mourir dans un attentat, et j'ai vu des hommes tomber, notamment, pour ceux qui connaissent la musique arabo-andalouse, j'ai vu tomber à quelques mètres de moi, j'allais acheter du pain et du vin pour mon père et ma famille, le Cheikh Raymond, sous mes yeux. Et j'aurais milité pour la paix retrouvée, qui passait nécessairement par l'indépendance. Mais avec le recul, et en essayant de m'informer, tout simplement, ce que doit faire tout journaliste, j'ai appris un peu plus tard, quand je n'étais plus ado, que, je vais dire, les arabo-musulmans, délibérément, parce que le choix des termes n'est pas neutre, il est précis, ont fait le tour du monde dans les années 50, et ont réussi à convaincre le monde entier, et je le dis moi-même, j'aurais été convaincu si j'avais eu 20 ans, là-bas, que l'Algérie était leur pays, et que la France avait colonisé l'Algérie, ce qui était vrai. La France a colonisé l'Algérie. Simplement, on est toujours dans la technique de propagande. Ils ont omis de dire qu'eux aussi, les arabo-musulmans, avaient colonisé l'Algérie. Avant les Français, après les Romains,
après les Ottomans. Ils ont omis de dire que les véritables habitants de l'Algérie sont tout simplement les Kabyles, avec qui d'ailleurs les Juifs d'Algérie ont cohabité en magnifique intelligence. Moi, mes ancêtres sont algériens. Mes ancêtres étaient en Algérie il y a 2000 ans et cohabitaient avec les Kabyles. Ils ont omis de préciser que quand ils ont conquis l'Algérie, les arabo-musulmans, ils ont islamisé l'Algérie. Ils ont islamisé une partie des Kabyles et ils ont même exterminé des chrétiens qui refusaient d'être islamisés. Il suffit de relire tout simplement Saint-Augustin, 7e siècle, islamisation de l'Algérie. 12e siècle, réislamisation de l'Algérie. Voilà le scénario qui se répète d'une façon assez diabolique aujourd'hui même, et moi c'est pour ça que je parle parfois d'imposture historique, en Algérie comme en Palestine, et j'emploie ce terme à dessein, pardon de le dire, je sais que ça peut choquer certains d'entre vous, mais les Juifs, les Hébreux, disait-on à l'époque, étaient là avant les Arabes qui avaient colonisé. Et d'ailleurs, le Jérusalem-Post s'appelait le Jérusalem-Palestine. Et le terme Palestine était le terme désigné pour qualifier la terre d'Israël. Qu'il n'y ait pas de malentendu, moi je suis pour la création. Mon propos peut vous paraître dur, choquant, mais je suis pour la création de 2 États, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et j'ai pleuré d'émotion et de joie quand il y a eu les accords d'Oslo. J'ai moi-même fait un journal en direct, je présentais le 20h, en direct de Jérusalem. J'étais à Madrid quand il y a eu les premières négociations secrètes. Je présentais alors le 19-20 sur France 3 en 92, entre Palestiniens et Israéliens. Et moi qui cultive plutôt la modestie et l'humilité, mais c'est ce plaisir-là que j'ai et cette joie que j'ai eue d'organiser le premier direct télévisé entre un Palestinien et un Israélien. Donc moi, je milite pour la paix et vraiment, je serais l'homme le plus heureux du monde, comme vous tous, j'imagine, si la paix devait survenir au Proche-Orient entre 2 États, un État israélien et un État palestinien. Voilà, je veux dissiper tout malentendu, mais je veux aussi être honnête. Après la destruction du Temple, l'an prochain à Jérusalem, depuis des centaines et des centaines d'années, c'est dit, vous le savez bien, dans toutes les familles de la diaspora juive du monde entier, chaque année, depuis la destruction du Temple, quand les Arabes eux-mêmes ignoraient Jérusalem, et s'ils devaient dire quelque chose, eux, ils devaient sans doute dire l'an prochain à la Mecque. Donc Jérusalem et le monde arabe, il n'y a pas du tout le même lien qu'entre Jérusalem et tout simplement le monde hébraïque ou le monde juif. Voilà comment, sous couvert d'information, la propagande maquille la réalité, déforme l'histoire et diabolise Israël, toujours suspect, toujours coupable, quoi qu'Israël fasse. Quand Israël fait des fautes, évidemment, et agit mal, il faut le signaler. Et croyez-moi, les Israéliens ne se privent pas de le faire. Je n'ai jamais vu, en 2 ans d'exercice de ce métier en Israël, une justice aussi indépendante. Envoyer en prison un chef d'État, un ancien Premier ministre, menacer d'envoyer en prison un Premier ministre, et Dieu sait s'il est populaire en ce moment, aujourd'hui, Netanyahou. Je ne citerai pas de nom d'homme politique français, mais j'avais coutume de dire quand j'étais là-bas, tel ou tel, s'ils étaient israéliens, seraient depuis longtemps en prison. Et les juges ne se contenteraient pas de garde à vue. C'est vous dire à quel point la démocratie israélienne est forte, c'est vous dire à quel point l'opposition israélienne, qu'elle soit de droite ou de gauche, est parfois extrêmement sévère sur la classe politique au pouvoir, c'est vous dire à quel point la justice israélienne est forte et indépendante. Et quand un jeune soldat israélien achève un terroriste palestinien qui a entre-temps blessé l'un de ses camarades, le terroriste est à terre, il est encore vivant, et ce jeune soldat, qui doit avoir 22 ans, cède à l'émotion, à la panique, à un geste extrême, il va achever le terroriste. Vous n'imaginez pas le débat qu'il y a eu en Israël. Et malgré la pression du Premier ministre, malgré la pression du peuple israélien, malgré la pression d'une partie de la presse, Tsahal, je dis bien Tsahal, le tribunal militaire a tenu bon et a envoyé ce garçon en prison en disant il n'avait pas le droit de le faire, il doit être puni. Voilà l'état de la démocratie israélienne qu'on ignore souvent. La propagande préfère réinventer en permanence le bon, la brute et le truand,
le bon palestinien, en omettant de dire que le Hamas est un mouvement terroriste et l'autorité palestinienne en sait quelque chose, croyez-moi, la brute israélienne et le truand américain. C'est cette même propagande, souvenir personnel, professionnel et personnel, qui m'avait profondément heurté. J'étais correspondant de guerre au Cambodge, pour sortir un petit peu du champ judéo-oriental ou proche-oriental. J'étais correspondant de guerre au Cambodge. J'ai couvert la guerre pendant 2 ans, terrible guerre, civile, entre des Khmers républicains qui avaient le pouvoir à Phnom Penh et qui étaient soutenus par la France notamment, et des Khmers rouges. Quand je suis rentré à la demande de Paris, au bout de 2 ans de couverture de guerre, je me souviens d'un article d'un très grand journal de l'après-midi. Le titre, je n'ai plus de mémoire, mais l'article, s'il fallait illustrer l'article d'un titre, c'était « Les Khmers rouges, ces héros ». Voilà le regard porté sur les Khmers rouges qui, en arrivant à Phnom Penh, ont massacré 2 millions de leurs concitoyens. Et j'ai perdu moi-même, je n'avais que 23 ans à l'époque, je suis revenu à l'âge de 25 ans, j'ai perdu tous mes amis Khmers exécutés par les Khmers rouges qui étaient considérés comme des héros aux yeux d'une certaine extrême gauche française. Croyez-moi, ça m'a profondément marqué. Les conséquences d'un tel aveuglement sont terribles pour Israël et la diaspora, vous le devinez, Israël sans cesse accusé, sans cesse malmené, et la diaspora sans cesse harcelée, et vous l'avez rappelé, cher Guy, parfois aujourd'hui assassinée. La relation de cause à effet est indéniable. Dans l'histoire récente de nos sociétés démocratiques, l'antisionisme, et je réponds à la question que vous me posez en début de conférence, a provoqué l'émergence de nouvelles antisémitismes, et là, en quelque sorte, légitimé. Le narratif, tel que je viens de le décrire, sur la situation au Proche-Orient, a d'ailleurs influé sur un autre narratif, les attaques antisémites en France et en Europe. Alors, pour être honnête, c'est pas de même nature, pas tout à fait. Israël, c'est plutôt la grosse Bertha, hein, le canon sans nuance. Le narratif sur l'antisémitisme, c'est plutôt le silencieux, plutôt subtil, moins grossier, mais tout aussi dévastateur. Exemple, les aînés s'en souviennent sans doute. Copernic, attentat sanglant, 1980, contre la synagogue de la rue Copernic, réaction de Raymond Barre, Premier ministre à l'époque, considéré comme le meilleur économiste de la France et du monde. Je le cite, « Je suis indigné par cet attentat qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic. Les Israélites qui se rendaient à la synagogue ne seraient donc, à ses yeux, ni Français, ni innocents. » Ilan Halimi, l'enlèvement puis l'assassinat d'Ilan Halimi après des semaines de torture horribles, c'était en 2006. Pour la plupart de mes confrères à l'époque, au tout début, un simple fait divers, le crime tout simplement d'un psychopathe, tout comme l'assassinat de Sarah Halimi, et vous avez eu raison de signaler qu'il a fallu du temps et du temps et du temps, et même l'intervention du président de la République française. Il ne l'a pas dit de cette façon au dîner du CRIF, mais enfin on l'a compris, parce que l'exécutif n'a pas le droit évidemment d'interférer dans le judiciaire, pour que ce crime antisémite soit reconnu comme tel. Osera Torah, l'acte le plus abject qui soit, des enfants poursuivis par un homme et assassinés, exécutés à bout portant, il y a eu une minute de silence, c'est vrai. J'exerçais à l'époque et je présentais une émission de décryptage des médias d'ailleurs, sur France 5, mais après cette minute de silence et ce moment de compassion, si j'ose dire, silence. Et Mera, moi je me souviens, je présentais Revue et Corrigé sur France 5. Évidemment, mon travail consistait à regarder la presse, à l'écouter, à la regarder, à la lire. Je peux vous assurer que dans les 24 heures qui ont suivi cette atrocité, les médias ont parlé des victimes. Au bout de 24 heures, plus rien sur les victimes. Et tous les soirs, y compris dans les grandes émissions, genre Envoyé spécial et tout, des reportages sur Mera, évidemment présenté comme un homme diabolique, mais tout de même avec une tentative d'explication, un paumé des cités, il faut un petit peu le comprendre, il était perdu, mais hilar au volant de sa BM. Je pense que tout le monde se souvient de cette photo. Quant à Mireille Knoll, rescapée de la Shoah,
amoureuse de la France, vous l'avez rappelé, et je sais que ça provoque votre colère et votre indignation, égorgée par un jeune voisin qu'elle accueillait. Et je sais, pour l'avoir entendu chez certains proches de Mireille Knoll, qu'elle l'accueillait souvent, mais que ce qui explique sans doute en partie ce geste terrible, égorgé puis brûlé, hein, c'est qu'il venait chez elle, en buvant son coca et tout, et récemment, il commençait à parler des Juifs. Et lui disait, mais voilà, les Juifs, ceci, les Juifs, cela, tous les clichés qu'on entend stupides. Et elle commençait à lui répondre. On lui disait, mais non, les Juifs, c'est pas ce que tu penses, regarde où j'habite, et voilà. Et donc, elle a vu cette colère monter en lui, sa famille lui avait suggéré de quitter la France, mais elle était à ce point amoureuse de la France, républicaine, qu'elle préférait vraiment la culture française à la culture israélienne. Elle a préféré rester en France, et voilà ce qui lui est arrivé, voilà ce qui arrive. Pardon de le dire, c'est un petit peu personnel ce que je vais dire, dans mon quartier. J'habite le 11e arrondissement à Paris, et tout se passe, pour ne parler que de Paris, évidemment, tout se passe dans le 11e. Charlie Hebdo, le Bataclan, Ilan Halimi, Sarah Halimi, aujourd'hui Mireille Knoll, le restaurant La Belle Équipe, l'autre café, le Carillon, le café Voltaire, qui a failli aussi être attaqué, mais la bombe n'a pas fonctionné. Et c'est terrible pour moi, qui ai, je vous l'ai dit, subi la guerre d'Algérie, de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans. J'étais, moi qui ne manifeste pas, qui ne signe pas de pétition, devoir de réserve, j'étais à la Marche Blanche. Et là, j'ai défilé dans mon propre quartier pour protester contre l'ignominie. Et je me rends compte que ce quartier-là, le 11e arrondissement, me renvoie, qui se situe quand même entre nation et république. Voilà. Que ce quartier qui symbolise la nation française à laquelle je suis très attaché, la République, qui représente pour moi des valeurs absolument considérables. Moi, je suis un enfant de la République. Je dois tout à l'école de la République et j'oserais dire moi aussi à la télévision de la République, à la télévision de service public. Voilà. Aujourd'hui, je manifeste dans mon quartier pour protester avec d'autres contre des assassinats antisémites, et quand je vais faire des courses dans mon quartier, ou comme mes enfants vont faire des courses, on ne peut plus ne pas penser à ce danger, à cette épée de Damoclès qui pèse désormais sur nous. Voilà, on pourrait, nous aussi, être tout simplement agressés ou attaqués en faisant ces courses. Voilà, je pourrais multiplier comme ça, mais vous l'avez fait, Guy, des exemples à l'infini depuis les années 80 de ces agressions antisémites. C'est un cauchemar, tout simplement recommencé, 40 ans à peine après la Shoah, j'ai parlé des années 80, et 30 ans à peine après l'exode des Juifs d'Afrique du Nord. Et cela dans une Europe réconciliée avec elle-même, mais gênée, terriblement gênée par la réapparition d'un antisémitisme d'extrême droite et par l'apparition de ce nouvel antisémitisme islamiste. Alors, double antisémitisme qui a pu prospérer en France et en Europe en toute impunité. Je l'ai dit, en toute liberté, les médias se contentant d'appliquer, vive la démocratie, hein, cette règle démocratique qui veut que 1 minute pour Hitler, 1 minute pour les Juifs, 1 minute pour Le Pen, 1 minute pour Klarsfeld. Mais là, je suis pas très honnête, je devrais dire 1 heure pour Le Pen, 30 secondes pour Klarsfeld, 1 minute pour Dieudonné, 1 minute pour Finkielkraut. Le salaud et le juste traités de la même façon au nom de l'égalité, au nom de l'équité. La démocratie, prise à son propre piège, a offert ainsi aux antisémites, par le biais de ces médias, une tribune inespérée, les plateaux télé pour Le Pen, les salles de spectacle pour Dieudonné. Comment s'étonner, dans ces conditions, du succès politique de l'extrême droite, de la présence de son candidat ou de sa candidate au second tour de l'élection présidentielle? Comment s'étonner du succès idéologique du salafisme dans une communauté musulmane française qui, pour la majorité d'entre elles, est républicaine, mais qui devrait le dire haut et fort, c'est ce qu'on attend d'elle, et qui, pour une minorité d'entre elles, semble préférer l'Oumma, la communauté des croyants, à la nation, le drapeau vert au drapeau tricolore. J'ai moi-même interviewé un des dirigeants de la communauté, des institutions de la communauté musulmane. Il m'a même dit explicitement, au micro, à voix haute, que lui, sa nation à lui, c'était pas la nation française, c'était l'Oumma, et il assumait cette conviction. Et dans ce délitement progressif, les cercles de pouvoir ou d'influence portent, à mes yeux, une lourde responsabilité.
Les médias, je l'ai dit, qui se sont contentés de filmer cette chronique des années noires, des années 80 jusqu'à nos jours, sans mise en perspective, sans pédagogie, sans explication. Des intellectuels, évidemment, qui pour certains d'entre eux ont réhabilité Céline et sacralisé Ramadan et continuent de vouloir réhabiliter Céline en voulant publier ses écrits. Les politiques, des politiques, qui n'ont pas eu le courage de fermer des mosquées salafistes et d'expulser des imams étrangers. Et enfin, des élus locaux qui ont laissé leur cité devenir ghetto, interdit aux policiers, aux soignants, aux infirmiers, aux pompiers, des zones tout simplement de non-droit où la drogue et le voile règnent aujourd'hui en maître. Avait-il le pouvoir d'enrayer cette montée inexorable du populisme et de l'islamisme? Oui, sans conteste, mais ils ne l'ont pas fait et pour de multiples raisons. L'amnésie, oublier la Shoah, oublier les années 30. La lâcheté, pour certains d'entre eux. La paix sociale dans les cités, ne rien voir et laisser faire. Le cynisme pour d'autres, surtout, ne pas heurter ses électeurs. Mais aussi le sentiment non exprimé, peut-être inconscient, de ne pas se sentir concerné par cette situation. L'esprit suisse réinventé en quelque sorte. La France profonde, chère à Maurras, ne s'est pas sentie visée par les saillies antisémites. Combien de fois moi-même, j'ai énormément d'amis non-juifs, vous pouvez le deviner, combien de fois moi-même ai-je entendu cette remarque de mes propres amis au cours de rencontres, au cours de dîners ou en vacances. Paul, tu surréagis, ta sensibilité extrême te joue des tours. Et cette même France s'est crue encore moins visée par les agressions répétées des islamistes. Elle pensait au fond comme Raymond Barre. C'est une affaire entre Israélites, pour reprendre son terme, et Arabes. Comprenez, entre Israéliens et Palestiniens. La conséquence logique du conflit du Proche-Orient, un conflit importé en Europe, avec d'abord les attaques terroristes, avec ensuite les attaques islamistes. Et curieusement, je l'ai évoqué en début de propos, une alliance objective. Les islamistes ont même une formule pour la qualifier. C'est l'ambassadeur de Tunisie en France qui, au cours d'un déjeuner en tête-à-tête, me l'a dit un jour, au lendemain d'élections régionales, je crois, qui avait vu une très forte progression de l'extrême droite en France. C'est l'ambassadeur tunisien qui m'avait dit, ils appellent ça la théorie du chaos. Des islamistes avaient circulé dans les cités et avaient demandé à leurs concitoyens musulmans de voter pour l'extrême droite au nom de cette théorie du chaos. Et donc c'est une alliance objective qui s'est formée d'une façon très insidieuse entre ce que j'appelle la France maurassienne et ce que j'appellerais volontiers la France léniniste. Ces deux Frances, pourtant aux antipodes l'une de l'autre, proposant une même vision et une même explication de la montée du terrorisme et de l'islamisme en France. Israël rendu en quelque sorte responsable de l'émergence de ce nouvel antisémitisme islamiste. C'est la logique du bouc émissaire, tout simplement, qui est réinventée, et voilà pourquoi, et voilà comment l'antisionisme a accouché de l'antisémitisme. Voilà pourquoi, on en parlait avant la conférence avec Guy, ces deux Frances, maurassiennes et léninistes, ont été à ce point indifférentes à la souffrance, à l'angoisse, à la solitude de la communauté juive et française et européenne. Et malheur à ceux qui, courageusement, ont tenu un propos dissonant. Manuel Valls l'a payé très cher politiquement. L'imam Chalgoumi et Mohamed Sifawi sont sous protection policière permanente. Et cette indifférence a pris fin en janvier 2015, quand Charlie Hebdo, le Bataclan, Magnanville, un couple de policiers égorgés, assassinés, Saint-Étienne du Rouvray, un prêtre assassiné, Nice, des dizaines de personnes fauchées un soir de 14 juillet, Marseille, 2 jeunes filles égorgées, et stupeur quand d'autres attentats meurtriers se sont produits, à Berlin, Londres, Barcelone, Bruxelles, mais aussi Bamako, Abidjan, Mogadiscio. Stupeur doublée d'incompréhension. Les Juifs n'étaient donc plus les seules victimes de ce terrorisme de masse. Des chrétiens, des musulmans, et l'honnêteté m'oblige à dire que le plus grand nombre de victimes de l'islamisme fasciste, de l'islamisme radical, sont d'abord musulmanes. Des chrétiens, des musulmans sont tombés eux aussi sur les bombes, et cette évidence s'est allée au grand jour. Et du coup, tout l'argumentaire des antisionistes ou des antisémites tombait. Existe-t-il un lien entre l'attentat de Bamako et Israël? Évidemment non. Entre l'attentat de Mogadiscio et Israël? Évidemment non. Entre celui d'Abidjan d'Israël? Encore moins.
Est-ce que les journalistes ou des intellectuels qui rendaient Israël responsable de tout ont-ils fait amende honorable? Non. Ont-ils fait preuve de compassion quand des terroristes tuaient des civils en Israël? Non. J'en sais quelque chose. J'étais en Israël à I-24 quand il y a eu le Bataclan. Émotion énorme en Israël. Le drapeau français sur la façade de l'hôtel de ville de Tel Aviv. Nous-mêmes, à I-24, toutes religions confondues. Il y avait 35 nationalités et les 3 religions représentées, plus les agnostiques évidemment. Minute de silence pour le Bataclan. Le hasard a voulu que je sois en France, je rentrais une fois par mois. Quand il y a eu l'attentat de Sarona, je suis vite rentré pour exercer mon métier. J'ai regardé le journal de 20 heures, quand il y a eu l'attentat contre un centre commercial, comme aujourd'hui en France, le Bataclan ou le Super U. J'ai regardé délibérément le journal de 20 heures d'une grande chaîne. Sur 40 minutes d'information, il y a eu ce qu'on appelle dans mon jargon une brève de quelques secondes sur l'attentat de Sarona. Et vous en devinez évidemment les raisons, et j'essaye d'être cohérent avec le propos que je tenais tout à l'heure. Pour eux, ce terrorisme-là, en Israël, est tout simplement légitime, alors qu'évidemment il ne l'est pas en France et en Europe, au point d'exiger, et vous le savez, le boycott économique, culturel, politique, de la seule démocratie du Proche-Orient, au point de consacrer plus de tribunes à Israël qu'à la Syrie, où le chiffre de 350 000 morts est très largement dépassé. On en est aujourd'hui à 450 000 morts, assassinés par un dictateur jusqu'à présent très fréquentable pour les démocraties occidentales. J'ai bien dit jusqu'à présent, manifestement il se passe quelque chose de très important aujourd'hui. Et au point d'ignorer tout simplement, ce qui me choque énormément, l'extermination des chrétiens d'Orient. Comme en Algérie au 7e siècle, comme en Algérie tout simplement au 12e siècle, mais autant on peut assister à des manifestations anti-israéliennes à Paris, je n'ai pas vu autant de manifestations pro-chrétiennes dans un pays qui se veut la fille aînée de l'Église, et moi je suis extrêmement choqué de voir que le monde occidental accepte à ce point aisément la disparition de toute culture, de toute trace et de toute présence chrétienne dans les pays arabo-musulmans. On voit bien que tous ces attentats que j'ai cités tout à l'heure participent d'un terrorisme qui est global et qui répond à une volonté politique, l'islamisation du monde. Et si les terroristes ont décidé à un certain moment, pour ne parler que de la France, 2015, d'étendre, si j'ose dire, et d'élargir leur champ de mort, de ne plus s'attaquer qu'aux juifs, de ne plus s'attaquer aux juifs seulement, mais de s'attaquer aussi aux chrétiens, aux musulmans, aux laïcs, en tout cas aux civils de ce pays qu'est la France, ou d'autres pays comme la Belgique évidemment, l'Allemagne, j'allais dire l'Italie. L'Italie échappe au terrorisme, mais pour des raisons que j'ignore. Mais l'Angleterre ou l'Espagne, c'est tout simplement parce que ces islamistes-là ont compris que l'assassinat de juifs n'allait pas suffire à déstabiliser le monde occidental, qu'il fallait élargir ce que j'appelle le champ de mort et le champ de terreur. Et cela a un nom, le fascisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Julliard, qui a été mon prof, qui a été mon mentor, qui n'est pas juif, qui n'est pas nécessairement pro-israélien, et qui écrit « Ce fascisme-là, ce fascisme islamiste est au XXIe siècle ce que le nazisme a été au XXe. » Et j'ajoute ce qu'il pense, même terreur, même aveuglement, même détestation de l'autre, même volonté de domination et même fascination pour la mort, et aussi même détestation de la démocratie, de la diversité, tout simplement du pluralisme qui fait le charme et la magie de la République française. J'ai cité Jacques Julliard, je vais citer un musulman qui avec courage le dit aussi, l'auteur de 2084, Boualem Sansal. Je vais le lire, et si vous m'autorisez, parce que là, je vais perdre ma voix. Je cite l'Algérien Boualem Sansal. « L'islam a repris sa place dans ces terres et entend l'imposer au reste du monde. Cette renaissance voulue par certains printaniers a été accaparée par les islamistes qui la veulent conforme à la charia et imposée par des moyens halal, la salafia, le djihad, le terrorisme de masse, le harcèlement, le coup d'État. » Écoutons Jeannette Bougrabe, après l'attentat de Marseille,
Elle avait eu le malheur de dire qu'elle était amoureuse de Charb, assassiné chez Charlie Hebdo. Je l'ai rencontré 3 jours plus tard, comme j'ai perdu un ami très cher chez Charlie Hebdo, Bernard Maris, avec qui je partais en vacances. Pour la première fois de ma vie, j'allais dans une morgue, le saluer. Et je croise Jeannette Bougrabe, qui n'était plus seule. 3 personnes l'entouraient, dont 2 femmes. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Protection policière. Tout simplement parce qu'elle a pleuré la mort de son amoureux Charb, menace de mort contre sa famille. Écoutons-la après l'attentat de Marseille. L'horreur à l'état brut. Viser les femmes par égorgement et éventration, comme dans les montagnes de Blida en Algérie dans les années 90, n'est pas anodin. Selon Ali Harb, un philosophe libanais, la violence dans l'islam est démultipliée parce que sa doxa religieuse se structure autour de 2 notions, la pureté et la souillure. Dans l'islam, les femmes sont considérées comme impures, on mesure le degré de civilisation à son respect des femmes. Or, on assiste en France à une escalade, des femmes sont chassées des rues et des cafés et désormais, comme à Marseille, égorgées et éventrées. Ce fascisme-là, comme le nazisme, s'appuie sur un livre, le Coran, qui évidemment interprète, qu'il évidemment détourne à des fins politiques. Arme tout aussi redoutable, sinon plus redoutable que la bombe ou la Kalachnikov. Arme qu'il fait passer de main en main, de prêche en prêche, dans nos cités, nos villes, nos villages, en France et en Europe. Arme discrète, qui lui permet de patienter, attendre que la démographie lui profite et recruter de jeunes Français, Belges, Allemands, Anglais, en mal d'identité et en mal d'aventure. À ce livre-là, il faut opposer un autre livre. Il s'appelle tout simplement, le plus beau nom qui soit, La République, la démocratie, les droits de l'homme, de la femme, la liberté. Il y a un homme qui l'avait compris en 1940, au plus fort de la débâcle européenne face à Hitler. C'est un film, et je vous recommande d'aller le voir. Certains d'entre eux l'ont peut-être déjà vu. C'est un film qui retrace ce chapitre historique de façon absolument remarquable, les heures sombres. Cet homme s'appelait Churchill, incarné par l'acteur remarquable lui aussi, oscarisé, Gary Oldman. Il s'était opposé avec force aux Munichois de l'époque, les Chamberlain et Pétain, mais Churchill avait compris que le livre des démocraties, aussi beau soit-il, aussi exemplaire soit-il, n'allait pas suffire à vaincre la barbarie. Le glaive est aussi nécessaire. On attend notre Churchill. Je vous remercie.